Chapitre 4, l'analyse spectrale, niveau terminal S et nouveau programme. Bien, en introduction, qu'est-ce que l'analyse spectrale? La matière interagit avec les ondes électromagnétiques. La spectroscopie, c'est l'étude quantitative des interactions entre la lumière et la matière. Elle permet de déterminer la nature et la concentration d'espèces chimiques présentes dans un échantillon de matière. Alors, je prends un exemple tout simple. On a un bécher. On veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce bécher. Eh bien, la spectroscopie va nous permettre de déterminer qu'à l'intérieur de ce bécher, le liquide contient de l'acide benzoïque. Et puis, sa concentration est de, par exemple, 10-2 mol par litre. Voilà à quoi nous sert la spectroscopie. Commençons à étudier dans un premier temps l'appareil qui nous permet de faire de la spectroscopie. C'est le spectrophotomètre, évidemment. Je vous propose dans un premier temps d'utiliser le spectrophotomètre que vous pourrez obtenir en cliquant sur cette animation. Vous ferez varier les différents paramètres de l'animation et vous vous poserez la question comment évolue l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, puis de la concentration pour une solution de permanganate de potassium. Ce spectrophotomètre est constitué d'une source de lumière blanche. Cette source de lumière blanche traverse un monochromateur. Ce monochromateur permet de sélectionner une longueur d'onde précise. Cette radiation lumineuse va traverser un séparateur de faisceaux. Nous choisirons la solution de permanganate de potassium à analyser. Le séparateur de faisceaux va traverser une première cuve qui contient le solvant, généralement c'est de l'eau, dont l'absorbance est nulle, ce sera l'absorbance de référence. Et le deuxième faisceau va traverser la solution de permanganate de potassium. Comment évolue l'absorbance de la solution en fonction de la longueur d'onde? Eh bien, on voit que pour une solution, pour une radiation de couleur violette, l'absorbance vaut 0,77, elle est relativement importante. Ensuite, elle diminue pour les radiations de couleur bleue. Puis, pour les radiations de couleur verte, elle est au maximum. Et ensuite, eh bien, à nouveau, on observe une décroissance de l'absorbance vers une absorbance quasi nulle pour une radiation de couleur rouge. En général, pour mesurer des absorbances, nous utiliserons une radiation correspondant à l'absorbance maximale, c'est-à-dire une absorbance aux environs de 533 nanomètres qui correspond à une radiation de couleur verte. Comment évolue maintenant l'absorbance en fonction de la concentration? Nous avons une concentration C0, l'absorbance vaut 2. Si nous diminuons par 2 la concentration, nous trouvons une absorbance égale à 1. Par 5, nous trouvons une absorbance égale à 0,4 et par 10, nous trouvons une absorbance égale à 0,2. L'absorbance semble être proportionnelle à la concentration. C'est effectivement une loi qu'on appelle la loi de Beer-Lambert que nous allons voir dans le grand 1 petit 2. Un spectrophotomètre UV visible est donc constitué d'une source de lumière blanche, un monochromateur qui permet de sélectionner une radiation monochromatique de longueur d'onde précise, un séparateur de faisceaux. En sortie du séparateur, un faisceau traverse la cuve contenant le solvant, généralement d'eau distillée. Le second faisceau traverse la solution analysée. La comparaison des deux faisceaux d'intensité respective I pour la solution et I0 pour le solvant permet de calculer l'absorbance grand A de l'échantillon. La courbe qui représente l'absorbance en fonction de la longueur d'onde est appelée le spectre de l'échantillon. C'est la courbe A en fonction de lambda. Bien, dans cette expérience, on a préparé une échelle de teinte à partir d'une solution mère de diode, une échelle de teinte qui est composée de solutions de plus en plus concentrées.
de concentration démarrant à 0,5 fois 10-3 mol par litre pour la moins concentrée, à 3 fois 10-3 mol par litre pour la plus concentrée. Pour chacune de ces solutions, on va déterminer l'absorbance de la solution à l'aide d'un instrument de mesure que l'on appelle un colorimètre. Bien, avant de démarrer les mesures d'absorbance, on va régler le colorimètre. Alors, on va effectuer le blanc, c'est-à-dire qu'on va disposer d'une cuve qui contient de l'eau distillée. Alors, attention à la position de la cuve. Eh bien, ces faces ici laissent passer la lumière, alors que ces faces-là ne laissent pas passer la lumière. Or, la lumière passe dans cette direction. Donc, on va bien positionner la cuve comme ceci. Voilà. Avec un colorimètre, on peut mesurer soit l'absorbance d'une solution, soit sa transmittance. On va se placer en transmittance. Bien, la solution étant de l'eau distillée, la totalité du rayon lumineux est transmis, donc la transmittance doit être de 100%. Alors pour faire ce 100%, eh bien, on a relié le colorimètre à un voltmètre ici. Nous allons régler donc le 100% de transmittance à l'aide de ce bouton grossier qui va nous permettre d'arriver aux alentours de 1 volt. 1 volt correspondant à 100% de transmittance. Bien, et avec le réglage fin, on peut régler de façon beaucoup plus fine, voilà, qui est fait, une transmittance de 100% pour cette eau distillée. Bien, on va déterminer maintenant l'absorbance de chacune des solutions de diode. On va régler donc le colorimètre en position absorbance. Bien, à remarquer que le colorimètre étant basculé en position absorbance, l'absorbance de la solution d'eau distillée est égale à 0, ce qui correspond à 0 volt sur le multimètre, première chose. Ensuite, on a déjà disposé dans les cuves les solutions de diode. Donc à cette solution de diode, par exemple de concentration 0,5 fois 10-3 mol par litre, eh bien j'ai versé une partie de cette solution dans cette cuve. Je vais donc mesurer maintenant l'absorbance de ces différentes solutions. Je prélève la solution d'eau distillée que je remets dans le portoir, délicatement. Je prends la solution de diode de 0,5 fois 10-3 mol par litre. Je fais attention aux faces opaques, bien disposer la cuve. Et on va lire directement sur le multimètre la valeur de l'absorbance qui vaut 0,179. Il ne reste plus qu'à mettre maintenant la valeur de l'absorbance, ici 0,179 dans le tableau de mesure. Et puis on fait exactement la même expérience maintenant avec les autres cuves. Alors une petite remarque avant de passer au résultat, quelle est la longueur d'onde qu'on a utilisée pour effectuer ces mesures d'absorbance? Eh bien, ici, nous avons un faisceau de lumière blanche qui va traverser un filtre qui ne laisse passer que les longueurs d'onde aux alentours de 440 nanomètres. Donc, ça correspond à un filtre bleu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le bleu? Eh bien, tout simplement parce que la cuve, elle, est de couleur jaune, jaune-orangé. Donc, elle laisse passer que les radiations de couleur jaune-orangé et ne laisse pas passer le bleu. Donc, on a une bonne absorbance pour ces radiations. L'intensité incidente I est forcément beaucoup plus grande que l'intensité I' qui sort de la cuve. Et ce rapport d'intensité va nous donner l'absorbance. Donc I' est bien inférieur à I. Bien, on passe maintenant à l'exploitation des résultats. On a utilisé un tableur Excel, ce qui va nous permettre de déterminer la relation entre l'absorbance et la concentration. Bien, on remarque que l'absorbance est une fonction linéaire de la concentration, puisqu'on obtient une droite qui passe par l'origine. La relation entre l'absorbance et la concentration en diode est la suivante. A égale 467,94, autrement dit environ 467, fois la concentration en diode. Cette relation de linéarité entre l'absorbance et la concentration est appelée la loi de Beer-Lambert. Loi de Beer-Lambert. L'absorbance d'une solution colorée A, qui dépend de lambda, est égale à K fois C, K étant un coefficient constant, C étant la concentration de la substance colorée. Que vaut cette constante K? Eh bien, epsilon de lambda fois L,
Epsilon de lambda, c'est un coefficient d'absorption molaire qui dépend du solvant, de la température, évidemment de la longueur d'onde. C'est pour ça qu'on met epsilon de lambda. Son unité légale est le mètre moins 1, mol moins 1 fois litre. Grand L est l'épaisseur de solution traversée, c'est-à-dire l'épaisseur de la cuve, dont l'unité est le mètre, et la concentration est en mol par mètre cube, qui est l'unité légale de concentration. A est lui sans unité. L'absorbance est sans unité. Alors, deux remarques importantes sur cette loi de Beer-Lambert. Premièrement, si les solutions sont trop concentrées, à ce moment-là, l'absorbance est trop élevée, elle arrive à la valeur 2 maximum. Et à ce moment-là, il faut diluer les solutions. Et la deuxième remarque que l'on peut faire, c'est qu'à chaque substance colorée correspond une valeur de coefficient d'absorption molaire epsilon max, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, et chaque solution est définie par sa valeur de epsilon max, qui correspond évidemment à une absorbance maximale. La question du jour, pourquoi ce verre de grenadine nous paraît-il rouge? Donc, relation entre couleur et absorbance d'une solution colorée. Une substance incolore comme l'eau n'absorbe aucune radiation visible. Son absorbance est nulle, quelle que soit la longueur d'onde lambda de la radiation monochromatique. La règle est que la couleur d'une espèce est la somme des couleurs complémentaires des radiations qu'elle absorbe. Voyons quelques exemples. Le cercle chromatique, ici présent, représente quelques couleurs ainsi que leurs couleurs complémentaires. Prenons le cas de la grenadine qui est rouge. Eh bien, la grenadine laisse passer la radiation rouge, mais absorbe les couleurs complémentaires du spectre de la lumière blanche, qui sont le bleu et le vert. Pour une solution, par exemple, de sirop de citron, de couleur jaune, eh bien, la couleur jaune provient du fait que la radiation jaune traverse la solution, mais que la radiation violette est absorbée. Prenons un exemple maintenant un peu plus compliqué où une solution absorbe plusieurs couleurs. La solution est une solution de dichromate de potassium. Nous voyons ici le spectre correspondant à l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Les longueurs d'onde comprises entre 400 et 560 nanomètres environ sont absorbées, puisque l'absorbance y est relativement importante. Il s'agit donc du violet, du bleu et du vert. Comme le dichromate de potassium absorbe les radiations violettes, bleues et une partie des radiations vertes, sa couleur est donc la somme des couleurs complémentaires qui sont, d'après le cercle chromatique, pour le violet, le jaune, pour le bleu, le jaune orangé, et puis pour le vert, le magenta. Donc, on peut dire que la solution possède donc une couleur qui est la somme de ces couleurs complémentaires, ce qui nous fait la somme du jaune orangé, de l'orange et du magenta. Eh bien, cette solution a en effet une couleur qui est la somme de ces trois couleurs, c'est-à-dire une couleur orangée, comme nous le voyons sur ce bécher. Les composés organiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle composés organiques? Ce sont des composés qui proviennent de substances vivantes, comme par exemple les végétaux. Dans ces composés organiques, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des groupes caractéristiques. Les molécules qui ont le même groupe caractéristique, eh bien, ont les mêmes propriétés chimiques. Un groupe caractéristique définit une fonction organique. Prenons cet exemple-là. Alors, saurez-vous trouver d'abord la chaîne carbonée, la suite d'atomes de carbone, et ensuite la fonction de ce composé organique et son groupe caractéristique? Je vous laisse réfléchir. Faites une petite pause, un petit arrêt sur image. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de l'éthanol
qui est un des constituants du vin. Le groupe caractéristique, c'est le groupe OH, atome d'oxygène, atome d'hydrogène. La chaîne carbonée contient 2 atomes de carbone. Et on a également 1, 2, 3, 4, 5 et 6 atomes d'hydrogène dans la molécule. C'est un composé organique qui provient de quoi? Bien, du raisin. On peut produire de l'éthanol grâce au raisin, donc qui est un composé organique vivant évidemment. Quelques groupes caractéristiques et les fonctions correspondantes et quelques exemples que vous devez connaître en terminale S. Fonction acide carboxylique. Le groupe caractéristique, c'est le groupe carboxyle, présent dans l'acide éthanoïque. La fonction alcool, le groupe hydroxyle OH, présent par exemple dans l'éthanol. Dans les aldéhydes et les cétones, nous retrouvons le groupe carbonyle, avec pour exemple l'éthanal et la propanone. Dans la fonction alcène, nous retrouvons le groupe caractéristique alcène, C, double liaison C. Fonction ester, le groupe ester, C, double liaison O, C, donc une chaîne carbonée à la suite. Les amines, eh bien, le groupe caractéristique, c'est le groupe caractéristique des amines. Exemple, la triméthylamine. Et enfin, les amides, fonction amide, avec le groupe caractéristique des amides, C, double liaison O, N. Et ensuite, une chaîne carbonée, ici, ou un hydrogène, de même pour cette liaison. Dans l'exemple, nous avons la N-méthylpropanamide. À savoir, Bien, pour connaître les règles de la nomenclature officielle, c'est-à-dire savoir comment nommer les espèces chimiques, il faut connaître le nom des 5 premiers alcanes, c'est ce que nous allons voir maintenant. Rappel sur le nom des 5 premiers alcanes à chaîne linéaire. Les alcanes à chaîne linéaire sont constitués à partir de carbone tétragonal, c'est-à-dire liés à 4 autres atomes, et d'atomes d'hydrogène. Leur formule brute générale est CnH2n plus 2 avec N entier. Par exemple, C1, H, 2 fois 1, 2, plus 2, 4. CH4. Leur nom doit être connu car on va utiliser le préfixe pour nommer les composés oxygénés. Et alors une petite phrase d'introduction, c'est maman est partie, bébé pleure. Méthane, éthane, propane, butane, pentane. Rappelez-vous cette phrase, ça vous permettra de connaître les noms des 5 premiers alcanes. Le premier, c'est le méthane. Maman est partie, bébé pleure, le M de méthane. CH4, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Voilà ce méthane, un atome de carbone central tétragonal. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène. Le groupement méthyle correspondant, sa formule c'est CH3, et on l'appellera comment? Eh bien le groupement, comme je viens de le dire, méthyle. Par exemple, dans un alcane à chaîne linéaire ici, si je rajoute une ramification, par exemple CH3, et bien cette ramification, elle s'appellera la ramification méthyle. Je complète avec les atomes d'hydrogène, 3, 2, 1, 2 et 3, pour que chaque atome de carbone ait bien 4 liaisons. Le deuxième méthane, eh bien, c'est C2H6, 2 atomes de carbone et 3 atomes d'hydrogène. Et si vous avez une ramification sur une chaîne linéaire, elle s'appellera comment cette ramification? Elle s'appellera tout simplement la ramification éthyle. Le propane, c'est 3H8. 1, 2, 3, je rajoute le nombre d'hydrogène. 3 pour le premier, 2 pour le second, 3 pour le troisième, de façon à ce que chaque atome de carbone ait bien 4 liaisons. La ramification, bon là ça devient une grosse ramification, CH3, CH2, pardon, CH2, CH3, cette ramification, elle s'appellerait la ramification propyle. Tout ça sans E pour les ramifications, pour le nom des ramifications. Le butane, 1, 2, 3, 4, CH3, CH2, CH2, CH3. Et le pentane, 5 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous rajoutez les atomes d'hydrogène. Alors, évidemment, s'il y avait des ramifications produites à partir de ces espèces chimiques, cette ramification, elle s'appellerait la ramification butyle,
puisque ça vient du butane, et celle-ci, pentyle. Premièrement, on recherche la chaîne la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel. Deuxièmement, on numérote les atomes de carbone en minimisant l'indice du carbone fonctionnel. Troisièmement, on repère les ramifications alkyles sur la chaîne principale. On écrit le numéro du carbone portant la ramification, puis un tiret, et enfin le nom de la ramification avant le nom de la chaîne principale. Et quatrièmement, le nom du composé est précédé du mot acide. On remplace ensuite le E du nom de l'alcane correspondant par la terminaison oïque. Nous allons voir maintenant des exemples. Cherchez la formule développée ou semi-développée des acides suivants. Alors on démarre sur ce petit exercice de nomenclature. Je vous ai laissé, petit renard, le nom de l'alcane et la formule semi-développée, ceci pour les 5 premiers alcanes qui vont nous servir pour toutes les règles de nomenclature. L'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque, il vient du méthane. Il faut donc que je mette un seul atome de carbone. Je le mets. Ensuite, je mets le groupe fonctionnel, donc groupe caractéristique de la fonction acide carboxylique, qu'on appelle le groupe carboxyle. Et ensuite, il me reste à faire quoi? Eh bien, à rajouter un atome d'hydrogène. Voici pour l'acide méthanoïque. L'acide 3-méthylbutanoïque. La chaîne principale contient 4 atomes de carbone, comme le butane. 1, 2, 3, 4. Je mets donc les 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. La fonction carboxyle. C, double liaison O, OH. Ensuite, un groupement méthyle qui vient du méthane, donc qui ne comporte qu'un seul atome de carbone. Je numérote les atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, en minimisant l'indice du carbone fonctionnel, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il soit le plus petit possible. Le groupement méthyle est donc sur le 3e atome de carbone. 1, 2, 3. Le voici. Voici pour le groupement méthyle. Il ne me reste plus qu'à rajouter les atomes d'hydrogène. 3 sur le 4e atome de carbone. Ensuite, 1 ici. 2 ici. Voici l'acide 3-méthylbutanoïque. L'acide 2-méthylpropanoïque. Propanoïque, ça vient de propane, 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Le groupe de la fonction acide carboxylique, donc le groupe carboxyle ici. 1, 2, 3. Voilà pour la numérotation des atomes de carbone. Le groupement méthyle est sur le 2e. Voilà le groupement méthyle CH3. 3 atomes d'hydrogène pour ce carbone, car 3 plus 1, 4 liaisons. Pour celui-ci, un atome d'hydrogène, puisque 1, 2, 3, 4 liaisons pour ce carbone. Celui-ci a déjà ses 4 liaisons. L'acide 3,3 diméthylbutanoïque. Butanoïque, 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Le carbone fonctionnel a le plus petit indice. Voici pour la fonction carboxyle. 1, 2, 3, 4. Attention, cette fois-ci, il y a 2 groupements méthyle. Les 2 sont sur le 3e atome de carbone, puisque c'est 3,3. S'il y avait 2,3, le premier serait sur le 2e, et le deuxième serait sur le 3e atome de carbone. Donc 2 groupements méthyle, un ici, et puis un ici. Il ne me reste plus qu'à ajouter les atomes d'hydrogène. CH3, CH3, CH3. Celui-ci, il a déjà 4 liaisons. Celui-ci, il en manque 2. Voici pour l'acide 3,3 diméthylbutanoïque. Règles de nomenclature des alcools. Elles sont identiques à celles des acides carboxyliques. En 1, on recherche la chaîne carbonée la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel. Je rappelle que la fonction alcool, c'est
le groupe caractéristique OH, hydroxyle. En 2, on numérote les atomes de carbone en minimisant l'indice du carbone fonctionnel. En 3, on repère les ramifications alkyles sur la chaîne principale. On écrit le numéro du carbone portant la ramification, puis un tiret. Et enfin, le nom de la ramification avant le nom de la chaîne principale. Et en dernier, on remplace le E du nom de l'alcane correspondant par la terminaison -ol. Je vous laisse faire ces petits exercices. Donc, voici le nom de l'alcool. À vous de faire la formule semi-développée et de donner la classe de l'alcool considéré. Formule semi-développée de ces trois alcools. Commençons par l'éthanol. Maman est partie le E qui indique qu'il y a 2 atomes de carbone sur cette chaîne carbonée, CH3, CH2OH. Le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul atome de carbone, il s'agit donc d'un alcool primaire. Le second, propane 2-ol, 3 atomes de carbone, P2, propane, 1, 2, 3, le groupement OH sur le second, ce qui nous fait un alcool secondaire car le carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone. Alcool secondaire. Et le troisième, le 2-méthylpropane-2-ol, qui a un groupement méthyle, une ramification méthyle, un atome de carbone. OH est bien sur le second atome de carbone, 1, 2, 3, sur le second, de même que la ramification CH3. Ce qui nous fait un alcool tertiaire. Pourquoi? Parce que le carbone fonctionnel est lié à 1, 2, 3 atomes de carbone. Alcool tertiaire. Je vous propose ce petit exercice de nomenclature. Donc vous avez ces 4 composés. À vous de trouver les noms. Vous faites une petite pause, petit arrêt sur image, vous réfléchissez et vous revenez dans 5 minutes me voir. Trouvé? On y va. Alors, on cherche d'abord la chaîne principale, celle qui comporte un maximum d'atomes de carbone, dont un comporte la fonction alcool, qui est présentée grâce à ce groupe caractéristique hydroxyle OH. Eh bien, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil. La chaîne principale, la voilà. La ramification, la voilà. Il ne nous reste plus qu'à numéroter les atomes de carbone. 1, 2, 3, 4 et 5. On les numérote de cette façon-là. Si on les numérotait, pardon, 1, 2, 3, 4 et 5, le cinquième est là. On les numérote bien de droite à gauche. Si on les numérotait de gauche à droite, le carbone fonctionnel aurait l'indice 1, 2, 3, 4. 4 étant plus grand que 2, on minimise, donc on prend bien le premier atome de carbone ici et le second ici. On le nomme. Il s'agit donc d'un 4-méthyle. Je mets la ramification ainsi que sa position. 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Il s'agit donc du pentanol. Pentane 2-ol, car il faut indiquer la position du carbone fonctionnel. Il s'agit d'un alcool secondaire car le carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone, donc alcool secondaire. Voilà pour le premier. Pour le second, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est plus grand que 1, 2, 3, 4, 5. Donc la chaîne principale qui contient la fonction alcool, c'est celle-ci. Et la ramification, la voilà. Bien, ce qui nous fait donc comme numérotation 1, 2, 3, là je dois ici, 4, 5, 6. Il s'agit donc du 4-méthyle. Voilà pour la ramification. Hexanol, parce que un alcane qui contiendrait 6 carbones, chaîne linéaire à 6 carbones, serait un hexane. Donc là, il s'agit de l'hexanol. Donc, hexane. Et évidemment, un ol, puisque la fonction alcool est sur le premier carbone. Il s'agit d'un alcool primaire. Pourquoi? Parce que le carbone fonctionnel
n'est lié qu'à un seul autre atome de carbone. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, c'est pareil. On va donc prendre la chaîne principale ici. Et on voit que cette chaîne principale contient deux ramifications. La numérotation, c'est bien de gauche à droite pour minimiser l'indice du carbone fonctionnel. Quel est donc le nom de cet alcool? C'est le 3,3. Premier groupement méthyle sur le troisième atome de carbone et le deuxième également. Diméthyle parce qu'il y a deux groupements méthyle. Diméthyle. Et il s'agit d'un butane. Maman est partie bébé butane. Butane de Hall. Il s'agit d'un alcool secondaire car le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone. Alcool secondaire. Aviez-vous tout trouvé? Point d'interrogation. Aldéhyde et cétone. Déterminons le nom de ces trois aldéhydes ou cétones que nous allons découvrir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ils ont en commun le groupe caractéristique des aldéhydes et cétones, ce qu'on appelle le groupe carbonyle, que nous retrouvons aussi bien sur cette cétone que sur cet aldéhyde. Quelle est la différence entre un aldéhyde et une cétone? Bien, tout simplement, on voit que pour la cétone, le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone. Il se trouve donc au milieu de la chaîne, ou en tout cas entre le premier et le dernier carbone de la chaîne principale. Tandis que dans le cas d'un aldéhyde, le carbone fonctionnel est toujours en bout de chaîne. Il ne peut pas se trouver à un autre endroit. On y va pour la nomenclature. 5 atomes de carbone que je numérote comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit donc du pentane, car 5 atomes de carbone, ça vient de pentane. 3 on, parce que le carbone fonctionnel est en troisième position. Pour celui-ci, il s'agit d'un aldéhyde. 4 atomes de carbone sur la chaîne principale, que je numérote toujours en minimisant l'indice du carbone fonctionnel, c'est-à-dire en donnant 1 au premier atome de carbone, celui qui contient la fonction carbonyle. Il s'agit donc du 2-méthyle, puisqu'on a une ramification méthyle ici, 2-méthyle, butanal. Les aldéhydes, ça finit par al, les cétones par on. Le dernier, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, dans tous les cas, la chaîne principale, là, voilà. Et on compte deux ramifications. On numérote. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit donc du 4,4 diméthyle, parce qu'on a deux groupements méthyle, un ici, un ici. Et puis 5, ça nous donne du pentanal. Après le thème, la version, comme on dit en latin, je vous donne des noms. À vous de retrouver la formule semi-développée de ces aldéhydes et cétones. Je vous laisse faire un petit arrêt sur image, à vous de chercher. Ça y est, c'est trouvé? Alors, la butanone, on y va. 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. On ne nous dit pas la position de la fonction cétone, mais elle est forcément sur le second atome de carbone. CH3, CH2, CH3. Pourquoi ceci? Bien tout simplement parce que vous ne pouvez pas numéroter de droite vers la gauche, sinon ça nous donnerait la 3-butanone, ou la butane 3-zone. Là on ne dit pas butane 2-zone parce que le carbone fonctionnel est forcément sur le deuxième atome de carbone. On minimise toujours l'indice du carbone fonctionnel, je vous rappelle. Le 2-méthylbutanal. Alors, butanal, 1, 2, 3, 4. Le groupe fonctionnel carbonyle, ceci étant la fonction aldéhyde, CH. Méthyle sur le deuxième atome de carbone. 1, 2, 3,
4. Il ne nous reste plus qu'à compléter avec les atomes d'hydrogène. 3 ici, 2 ici, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Hein. Je vous rappelle que chaque atome de carbone est lié à 4 liaisons. 1, 2, 3, 4 pour celui-ci. Voici le 2-méthylbutanal. Et le dernier, le 3-méthylbutane de On. J'ai mis butane de On, mais j'aurais pu mettre butanone. On va voir maintenant pourquoi. 1, 2, 3, 4. Je mets la double liaison sur le second. 1, 2, 3, 4. Et il ne me reste plus qu'à mettre le groupement méthyle ici, les hydrogènes, et voici le 3-méthylbutane de On. Forcément, on avait la fonction cétone sur le deuxième atome de carbone. Voici pour ces 3 composés. En résumé, pour reconnaître un aldéhyde et un cétone et ensuite le nommer, il faut d'abord bien repérer le groupe carbonyle. La différence entre l'aldéhyde et le cétone, c'est que ce groupe carbonyle est lié à un hydrogène et une chaîne carbonée pour les aldéhydes, alors que pour le cétone, le carbone fonctionnel est lié à 2 chaînes carbonées. Pour établir le nom des aldéhydes et cétones, on recherche la chaîne la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel. En 2, on numérote les atomes de carbone en minimisant l'indice de carbone fonctionnel. En 3, on repère les ramifications alkyles. Et en 4, on remplace le E du nom de l'alkane correspondant par la terminaison al, par exemple propanal, butanal, éthanal, etc. Ça, c'est pour les aldéhydes, et on pour les cétones, propanone, butane 2-one, etc. Bien, à vous maintenant de trouver les formules semi-développées de ces 3 alcènes. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Bien, réponse 2-méthylpentadène. On voit tout de suite qu'il y a 5 atomes de carbone, puisque le pentadène vient du pentane. 5 atomes de carbone. On les dessine. 1, 2, 3, 4 et 5. Pentadène, ça veut dire que le carbone fonctionnel est en deuxième position. Ou en troisième, mais comme on minimise l'indice du carbone fonctionnel, on dit qu'il est en deuxième position. Il y a un groupement méthyle également ici. On le place, ce qui nous donne pour le 2-méthylpentadène la formule semi-développée suivante. Donc CH3C, CH3, CH, CH2, CH3. Le ZX2N maintenant. Le Z, ça veut dire ensemble. Donc, qu'est-ce qui est ensemble? Eh bien, les 2 atomes d'hydrogène. On peut tout de suite les mettre. Ils sont ensemble du même côté de la double liaison. X2N, ça veut dire que la fonction alcène est sur le second atome de carbone. 1, 2, 3. Il ne reste plus qu'à mettre les 3 atomes de carbone suivants et de rajouter les atomes d'hydrogène. Bien, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour le ZX2N. Le dernier, le 2,3, diméthylpentadène. En pentadène, on écrit les 5 atomes de carbone. Ensuite, diméthyl 2,3, eh bien, il y a un atome de carbone ici, donc un groupement méthyle ici, un groupement méthyle ici. Ce qui nous donne, pour le 2,3 diméthylpentadène, la formule suivante. Donc, cet atome de carbone a 4 liaisons, ça va, celui-ci aussi, celui-ci aussi. 1, 2, 3, 4, celui-ci aussi. Celui-ci, il manque 2 atomes d'hydrogène pour faire 4 liaisons, et celui-ci, 3 atomes d'hydrogène. Voilà donc le 2,3 diméthylpentadène. Nommons ces 4 alcènes. Alors la fonction alcène, elle correspond à la double liaison entre 2 atomes de carbone d'une chaîne carbonée. Le premier, nous voyons que les 2 atomes d'hydrogène sont du même côté de la double liaison. On l'appellera donc le Z, qui veut dire zusammen, en allemand, ensemble. Le Z quoi? 1, 2, 3, 4, 5.
5 atomes de carbone. 2, 3, 4, 5. Donc le Z pente 2N. On minimise l'indice du carbone fonctionnel, ça pourrait être le 2 ou le 3. Le 2 étant plus petit que 3, on écrit bien Z pente 2N au lieu de Z pente 3N. Pour le suivant, on voit que les deux atomes d'hydrogène sont de part et d'autre de la double liaison. Il s'agit donc du E, je veux dire N-Gegen, opposé. Le E, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc le E, but de N. Le troisième, il n'y a plus deux atomes d'hydrogène, mais 3. Donc il n'y a plus de stéréoisomérie ZE. À ce moment-là, on écrit directement le nom du composé, 1, 2, 3. Il y a 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du prop 1N. Et le dernier, nous avons ici 2 atomes d'hydrogène, mais pas suivant cette disposition-là. Un de ce côté de la double liaison et un de l'autre côté de la double liaison. Donc il ne s'agit pas d'une stéréoisomérie ZE. Il s'agit donc de 1, 2, 3, 4. Voilà pour la chaîne principale. Donc c'est un butène. Il y a une ramification sur le deuxième atome de carbone. Il s'agit donc du 2-méthyle. But 1N. Pour établir le nom d'un alcène, il faut dans un premier temps reconnaître la fonction alcène. C'est une double liaison qui lie deux atomes de carbone. Ensuite, on recherche la chaîne la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel. On numérote les atomes de carbone en minimisant l'indice du carbone fonctionnel. On repère les ramifications alkyles sur la chaîne principale. On écrit le numéro du carbone portant la ramification, puis un tiret, et enfin le nom de la ramification avant le nom de la chaîne principale. On remplace ensuite le E du nom de l'alcane correspondant par la terminaison N. On rajoute Z ou E suivi d'un tiret lorsqu'une isomérie Z ou E existe dans la molécule. Ici, on a le Z-alcène car les deux atomes d'hydrogène sont du même côté de la double liaison, alors que ici, les deux atomes d'hydrogène sont opposés, ils ne sont pas du même côté de la double liaison. Il s'agit d'un E-alcène. Déterminer le nom de ces trois amines. Alors une amine, elle est repérée par évidemment un atome d'azote qui est lié à trois groupements, R1, R2, R3. R1 étant une chaîne carbonée, et puis R2 et R3 pouvant être un atome d'hydrogène ou une chaîne carbonée. Ceci, c'est appelé une amine primaire. Pourquoi? Parce que N est lié à deux atomes d'hydrogène et à une chaîne carbonée. Comment se nomme cette amine? Eh bien, j'entoure la chaîne principale qui contient le carbone fonctionnel et la fonction amine. Ensuite, je numérote les atomes de carbone. 1, 2, 3. Il s'agit donc du 2-méthyle, puisqu'il y a un groupement méthyle ici. Propane 2 amine, puisque le carbone fonctionnel a la position numéro 2. Le second, on voit que ça, donc c'est une amine primaire. Amine primaire, car l'atome d'azote, ici, est lié à deux atomes d'hydrogène. Maintenant, l'atome d'azote est lié plus qu'à un seul atome d'hydrogène. Il s'agit donc d'une amine secondaire. Quel est son nom? 1, 2, 3, 4, 5, chaîne principale. Pentanamine, on pourrait se dire. Mais ici, on voit qu'on a un groupement méthyle. Donc, il s'agit de la N-méthyle. N, pourquoi? Parce qu'il y a un groupement méthyle sur l'atome d'azote. N-méthyle. Pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Pentane. 3 amine. Attention, entre les chiffres et les lettres, toujours un tiret. Le dernier. On voit qu'ici, la chaîne principale fait 1, 2, 3, 4 atomes. 4 atomes de carbone.
Donc c'est une butanamine. Comme il y a un groupement méthyle ici, sur l'atome d'azote, et un groupement méthyle sur la chaîne carbonée, il s'agit du N que l'on met en premier, virgule. Alors, où se trouve le groupement méthyle? 1, 2, 3, 4. Se trouve sur le troisième. N,3. Diméthyle. Un groupement méthyle ici, un groupement méthyle ici. Le diméthyle butane de amine. J'aurais pu numéroter la chaîne dans l'autre sens, mais à ce moment-là, le carbone fonctionnel aurait eu le numéro 3. Et on minimise l'indice du carbone fonctionnel. Une petite précision, ici, il s'agit d'une amine secondaire, puisque l'atome d'azote n'est lié plus qu'à un seul atome d'hydrogène. Ici, l'atome d'azote est lié à un atome d'hydrogène également, donc il s'agit d'une amine secondaire. S'il y avait eu une chaîne ici carbonée, on aurait eu une amine tertiaire. Déterminez maintenant la formule semi-développée de ces amines. Alors, N,N diméthyléthanamine. On a affaire à une amine tertiaire, sur laquelle il y a deux groupements méthyl. La chaîne principale, elle contient deux atomes de carbone. Ensuite, on a l'atome d'azote, un carbone ici et un carbone ici. Il ne reste plus qu'à écrire les atomes d'hydrogène. 3 pour celui-ci, 2 pour celui-ci, 3 et 3. C'est donc une amine tertiaire. Le suivant. Vous pouvez mettre à tout moment stop sur la vidéo et puis chercher tout seul évidemment. Le N,N,4 triméthylpentane de amine. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atomes de carbone puisqu'on a une espèce chimique qui provient du pentane. Sur le deuxième atome de carbone, je mets la fonction amine. Comme c'est une N,N triméthyle, il y a un atome de carbone ici, un atome de carbone ici, et 1, 2, 3, 4. Un atome de carbone ici. Voilà le premier groupement méthyle, voilà le second, et voilà le troisième. Je complète maintenant avec les atomes d'hydrogène. 3, 1, 2, 3 et un 4. 2, 1, 2, 3 et un 4. 1, 2, 3. Je numérote pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien le 4 méthyle et NN diméthyle ici. Le dernier, donc ici il s'agit d'une amine qui est tertiaire, puisque l'atome d'azote n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Amine tertiaire. On fait le dernier, le N-éthyle. N-méthylpropane 2 amine. Amine tertiaire également. Propane 2 amine. 1, 2, 3. 3 atomes de carbone. L'atome d'azote est sur le deuxième. D'un côté, on a un groupement méthyle, CH3, et de l'autre, un groupement éthyle, CH2, CH3. Et je complète par les atomes d'hydrogène. Il s'agit évidemment encore d'une amine tertiaire. Pourquoi? Parce que l'atome d'azote n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Pour résumer les règles de nomenclature des amines, pour établir le nom des amines, on recherche la chaîne la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel. C'est l'atome de carbone qui est relié à cet atome d'azote. En 2, on numérote les atomes de carbone en minimisant l'indice du carbone fonctionnel. En 3, on repère les ramifications alkyles sur la chaîne principale. On écrit le numéro du carbone portant la ramification, puis un tiret. Et enfin, le nom de la ramification avant le nom de la chaîne principale. Et en dernier, on remplace le E du nom de l'alcane correspondant par la terminaison amine
Lorsque l'atome d'azote est lié à d'autres groupes alkyles, le nom de l'amine est précédé de la mention N-alkyle, c'est le cas ici. Il s'agirait du N-alkyle, R2 étant le groupement alkyle. S'il y a deux groupes alkyles, le nom est précédé de la mention N,N-alkyle. C'est le cas ici, où le carbone fonctionnel est relié à l'atome d'azote, et l'atome d'azote est lui-même relié à deux chaînes carbonées, donc deux groupements alkyles. Nom de quelques amides. Amide, groupe fonctionnel des amides, C, double liaison O, N. Ici, on a un groupement on a un groupement méthyle effectivement sur l'atome d'azote. Comment est-ce qu'on l'appelle à ce moment-là? Le N, méthyle, puisqu'il s'agit d'un seul atome de carbone. La chaîne principale a deux atomes de carbone, donc on appelle ça l'éthane. Ça vient d'éthane, éthanamide. Le second. Alors attention, le second. La chaîne principale, 1, 2, 3 atomes de carbone, que je peux numéroter tout de suite. 1, 2, 3. On voit qu'on a un groupement méthyle ici, et puis on a aussi un groupement méthyle sur l'atome d'azote. Donc il s'agit du N, N pour ce groupement-là, virgule 2 pour ce groupement-là, diméthyle, puisqu'il y a deux groupements méthyle, deux groupements méthyle, et puis chaîne principale 1, 2, 3 atomes de carbone, donc propanamide. Propanamide. Le dernier, le plus simple, 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone sur la chaîne principale. Il s'agit donc du butanamide. Un petit exercice ici sur les amides. Un petit exercice pour déterminer la formule semi-développée de ces trois composés. Vous avez 5 minutes. On commence le premier. N-éthyle, N-méthylpropanamide. La chaîne principale contient 3 atomes de carbone. Maman est partie, 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. La fonction amide, C double liaison O, N. N-éthyle, N-méthyle. Un groupement éthyle, CH2, CH3. Et un groupement méthyle, CH3. Sur l'atome d'azote, je rajoute les atomes d'hydrogène, CH3, CH2. Voici pour la N-éthyle, N-méthylpropanamide. Le deuxième, N,N, diméthylméthanamide. Attention, méthanamide, un atome de carbone, avec ici la fonction amide. N,N diméthyle, il y a donc deux groupements méthyles avec un atome de carbone pour chacun de ces groupements reliés à l'atome d'azote, et je rajoute un hydrogène. Le dernier, N,4 triéthylhexanamide, hexagone, c'est chez nous. Chez nous, c'est 6 côtés. Donc ici, vous avez 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À nouveau la fonction amide ici, avec sur N un groupement éthyle, le N-éthyle, encore un N-éthyle, voilà un deuxième groupement éthyle, et ensuite un troisième groupement éthyle sur la chaîne principale en 4e position. On minimise l'indice du carbone fonctionnel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 atomes de carbone. Voilà le 4e qui portera le groupement éthyle. On rajoute les atomes d'hydrogène, 3 pour celui-ci, 2 pour celui-ci, 2, 2, 2. À remarquer que chaque atome de carbone possède 4 liaisons,
3 plus 1, 4, 2 plus 1 plus 1, 4, 2, 1, 2, 3, oh, puis il y en a un de trop là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. etc. L'atome d'azote, lui, a 3 liaisons, il est trivalent, et l'atome d'hydrogène est monovalent. Voilà pour ces 3 amides. Pour conclure, sur les amides, pour établir le nom d'un amide, eh bien, on recherche la chaîne la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel. On le voit ici, carbone fonctionnel lié avec une double liaison à un atome d'oxygène et à une simple liaison avec un atome d'azote, et ensuite à un hydrogène ou à une chaîne carbonée. Donc on numérote les atomes de carbone en minimisant l'indice du carbone fonctionnel, qui dans ce cas-là, toujours le numéro 1, puisqu'il est en bout de chaîne. On repère les ramifications alkyles, avec un S c'est encore mieux, sur la chaîne principale. On écrit le numéro du carbone portant la ramification, puis un tiret, enfin le nom de la ramification, avant le nom de la chaîne principale. On remplace ensuite le E du nom de l'alcane correspondant par la terminaison amide. Par exemple, la butanamide, propanamide, etc. Lorsque l'atome d'azote est lié à d'autres groupes alkyles, le nom de l'amide est précédé de la mention N-alkyle. S'il y a 2 groupes alkyles, le nom est précédé de la mention N,N-alkyle. Donc ici, on voit un amide, un N-amide, puisque cet atome d'azote est lié à une chaîne carbonée, et ici un N,N-amide. Pourquoi? Parce que l'atome d'azote est lié à 2 chaînes carbonées. Ici, c'est un amide primaire, hein. L'atome d'azote est lié qu'à 2 atomes d'hydrogène et au carbone fonctionnel. La spectroscopie infrarouge, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle est identique à la spectroscopie UV visible, sauf qu'on utilise des ondes électromagnétiques de longueur d'onde lambda comprises entre 2500 nanomètres et 25 000 nanomètres. Ces ondes électromagnétiques vont interagir avec la matière présente dans une cube, et on va déduire de cette interaction entre les ondes électromagnétiques et les liaisons covalentes de cette substance un spectre, ce qu'on appelle le spectre infrarouge de cette substance. De quoi est constitué ce spectre infrarouge? Sur l'axe vertical, on a la transmittance en pourcent. Qu'est-ce que la transmittance? C'est le rapport de l'intensité transmise par la solution sur l'intensité transmise par le solvant. Sur l'axe horizontal, j'ai la longueur d'onde, le nombre d'ondes sigma. Qu'est-ce que le nombre d'ondes sigma? Eh bien, c'est tout simplement l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde peut s'exprimer en centimètres. Sigma s'exprime généralement en centimètres moins 1. Une transmittance de 100% signifie que ce nombre d'ondes, donc la longueur d'onde lambda, est entièrement transmise, donc elle n'est pas absorbée par la substance. Dès que la transmittance n'est plus égale à 100%, ça veut dire que la longueur d'onde, l'onde électromagnétique a été absorbée. On voit alors à ce moment-là un pic vers le bas. Ce pic vers le bas correspond à un intervalle de nombre d'ondes compris entre 1680 cm-1 et 1710 cm-1. Il s'agit donc d'une liaison C double O acide qui correspond à un acide carboxylique. Donc, la substance à analyser contient cette liaison C double O, ce qui signifie qu'elle contient un acide carboxylique tout simplement. Voilà pour cet exemple. Spectroscopie infrarouge, voici la photo d'un spectroscope à infrarouge. Donc sa définition, la spectroscopie infrarouge est dans son domaine identique à la spectroscopie UV visible. Le domaine de longueur d'onde utilisé est de 2500 nanomètres à 25 000 nanomètres. Les ondes électromagnétiques interagissent avec les liaisons covalentes de la molécule. Pour cette raison, la spectroscopie infrarouge permet de repérer la présence de certaines liaisons et d'en déduire les groupes caractéristiques présents dans la molécule. Sur l'axe vertical d'un spectre infrarouge, on a la transmittance en pourcentage
et sur l'axe horizontal, le nombre d'ondes en cm-1. Le nombre d'ondes sigma d'une onde électromagnétique est égal à l'inverse de sa longueur d'onde lambda. Sigma égale 1 sur lambda. Unité égale lambda en mètres, sigma en mètres-1. Mais sur les spectres, on voit surtout des nombres d'ondes en cm-1. La transmittance T est égale au rapport de l'intensité transmise I à travers la substance analysée sur l'intensité I0 transmise par le solvant. La transmittance n'a pas d'unité, sa valeur est comprise entre 0 et 1, et généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on exprime la transmittance en pourcentage. 100% correspondant à 1, 0% correspondant à 0. Prenons l'exemple maintenant du spectre infrarouge du méthanal. Dans le spectre infrarouge du méthanal, CH2O, nous pouvons voir que le carbone lié à deux hydrogènes va absorber plusieurs ondes électromagnétiques correspondant au nombre d'ondes 2850, 2785, 1485, 1250, 1165. Tout ça en cm-1 bien sûr. Il va également absorber une onde électromagnétique correspondant au nombre d'ondes de 1750 cm-1 et correspondant à la double liaison entre le carbone et l'oxygène. Alors pourquoi ce carbone lié à deux hydrogènes va absorber plusieurs longueurs d'onde? Nous allons le voir maintenant. La molécule de méthanal possède plusieurs modes de vibration. Par exemple, ce mode de vibration s'appelle en anglais asymmetric stretch, c'est-à-dire étirement asymétrique de la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Ce mode de vibration de la molécule va absorber les ondes électromagnétiques correspondant au nombre d'ondes 2850 cm-1. C'est pour ça que ces ondes électromagnétiques vont être en partie absorbées et que voilà, on va observer ici un premier pic. Cette molécule peut également vibrer de cette manière-là, ce qu'on appelle le symmetric stretch en anglais. Ce symmetric stretch va absorber une onde électromagnétique correspondant au nombre d'ondes de 2785 cm-1. Ici, nous avons la liaison C-liaison-O qui est capable de s'étirer et donc absorber une onde électromagnétique correspondant au nombre d'ondes 1750 cm-1. Puis, un mode de vibration qu'on appelle scissoring, comme un ciseau, qui va absorber les nombres d'ondes correspondant à 1485 cm-1. Le rocking, qui va absorber les ondes électromagnétiques correspondant au nombre d'ondes de 1250 cm-1. Le wagging, qui correspond à la vibration de 1165 cm-1. Voilà pourquoi le spectre infrarouge du méthanal possède 5 pics correspondant à la liaison entre le carbone et les deux hydrogènes et un pic correspondant à la liaison entre le carbone et l'oxygène. Ce spectre nous permet d'affirmer que l'espèce analysée est le premier aldéhyde connu, donc le méthanal. Sur le graphique sont indiqués le nombre d'ondes correspondant aux absorptions les plus importantes, donc aux transmittances les plus faibles. On va se poser la question maintenant de savoir pourquoi les molécules absorbent les infrarouges. Téléchargez le logiciel SPECamp, qui est gratuit, pour pouvoir voir les différents modes de vibration de la molécule. Cliquez sur cette icône pour voir les différents modes de vibration d'une molécule. La définition de la spectroscopie est donnée dans SPECamp. La spectroscopie infrarouge exploite le fait que les molécules possèdent des fréquences spécifiques pour lesquelles elles tournent ou vibrent. À chaque groupe d'atomes susceptible d'entrer en vibration ou rotation, suivant une fréquence qui lui est propre, correspond une bande d'absorption
à une longueur d'onde déterminée, donc à un nombre d'ondes déterminé. Deux types de modes de vibration. Premièrement, les vibrations d'élongation qu'on appelle stretching. Ici, on voit une vibration symétrique entre la liaison entre ce carbone et cet hydrogène, par exemple. Et voici une vibration antisymétrique. À chaque mode de vibration va correspondre une onde électromagnétique qui va être absorbée puisqu'elle va mettre en vibration cette molécule. Deuxième type de mode de vibration, une vibration de déformation. Donc dans le plan, voici une déformation de type rotation, rocking, cisaillement, scissoring, tout ça dans le plan. Et hors du plan de la molécule, voici le balancement, wagging, la torsion, twisting. En résumé, les atomes de la molécule peuvent se déplacer dans toutes les directions. Par exemple, les atomes du groupe CH2 peuvent vibrer de 6 manières différentes: étirement, symétrique et antisymétrique, cisaillement, bascule et torsion. À chaque vibration correspond une énergie E indice N. Lorsque les infrarouges correspondant à cette énergie interagissent avec l'espèce chimique, ils sont absorbés. Leur transmittance est alors faible. Quelle est la méthode pour analyser un spectre infrarouge? Eh bien, il faut respecter ces 4 étapes. Repérer les liaisons chimiques, CH, NH, CWO, etc., grâce à leur nombre d'ondes. Attention, à une liaison peut correspondre plusieurs bandes d'absorption, car la liaison peut vibrer de différentes façons. Petit 2, on recherche les groupes caractéristiques, hydroxyle, carboxyle, etc., possédant ces liaisons. Attention, certaines liaisons appartiennent à plusieurs groupes. Par exemple, la liaison CO appartient au groupe carboxyle et carbonyle. Petit 3, vérifier que toutes les bandes caractéristiques des groupes retenus se retrouvent dans le spectre infrarouge. Et petit 4, utiliser éventuellement les valeurs précises des nombres d'ondes pour départager les groupes. Voici un tableau dans lequel est écrit le nombre d'ondes et la liaison correspondante. À droite, vous avez l'intensité. F veut dire intensité forte, ça veut dire qu'il y aura un pic d'intensité forte et le pic sera fin. Ici, vous avez un pic d'intensité moyenne correspondant à la liaison NH, etc. Observez le spectre infrarouge. Les bandes d'absorption sont données. Essayez de trouver quelles sont les liaisons présentes dans cette espèce chimique dont la composition est à déterminer. Voici le spectre infrarouge. Voici les différentes liaisons avec le nombre d'ondes des ondes électromagnétiques qui sont absorbées. Commençons par les pics le plus vers la gauche, c'est-à-dire correspondant au nombre d'ondes les plus grands. Entre 3100 cm-1 et 3500 cm-1, le spectre présente une bande d'absorption intense qui se dédouble en 2 pics, comme nous le voyons ici, qui sont caractéristiques d'un groupe NH2. Donc, il ne s'agit pas d'un groupe NH ou d'une liaison NH, car il y aurait un simple pic non dédoublé. Entre 3000 cm-1 et 2800 cm-1, nous voyons plusieurs pics qui correspondent à une liaison entre un carbone tétragonal et un hydrogène carbone tétragonal, ce qui signifie que ce carbone est lié à 4 autres atomes. Entre 1660 cm-1 et 1680 cm-1, ici, nous voyons un pic large et intense qui correspond soit à une liaison C-O amide ou C-O acide carboxylique. Il n'y a pas manifestement de double liaison CC, car en effet, il n'y a pas de pic entre 1625 cm-1 et 1685 cm-1. Il ne peut donc pas s'agir d'un alcène dans le cas de notre espèce chimique, inconnue.
Et ensuite, on voit une série de pics environ entre 1000 et puis 1300 cm-1. Ça correspond à deux types de liaisons, soit les liaisons carbone-carbone, soit les liaisons carbone-azote. Il est temps de passer au bilan de notre analyse de ce spectre infrarouge. Quel est le groupe caractéristique correspondant à cette espèce chimique? On va le voir maintenant. La molécule comporte un groupe NH2, un carbone ou plusieurs carbones tétragonaux avec une liaison hydrogène, une liaison C double liaison O, et puis une liaison CN et une ou plusieurs liaisons CC. Eh bien, il s'agit d'un amide. Pourquoi? D'une amide plus exactement. Pourquoi? Eh bien, parce que dans cet amide, vous avez C double liaison O, CN, le groupe NH2, des liaisons carbone-carbone simples et des carbones tétragonaux avec des liaisons CH. La suite, on ne la connaît pas. Il faudrait d'autres analyses pour déterminer la suite de la chaîne carbonée. Voici quelques bandes d'absorption caractéristiques des infrarouges qu'il ne faut pas connaître évidemment par cœur, puisqu'on vous donne les tables, mais qu'il est intéressant d'analyser. Voici la table des nombres d'ondes, des vibrations de valence et de déformation. Cette table est classée de la façon suivante. Vous avez les différentes classes fonctionnelles, par exemple les alcanes, le nombre d'ondes correspondant à la bande d'absorption, l'intensité, et l'attribution de cette bande d'absorption aux différentes liaisons. Par exemple, ici, un carbone lié à 3 hydrogènes, ou à 2 hydrogènes, ou à 1 hydrogène. Voici la seconde partie de ce tableau. Voilà l'exemple d'un alcane qui est le pentane. Deux bandes d'absorption, une comprise entre 2900 et 3000, et puis une autre aux alentours de 1450. Nous retrouvons bien entendu ces deux bandes dans le tableau précédent. Voici la première et voici la seconde. À la liaison CC, C double liaison C, correspond une bande d'absorption comprise entre 1450 et 1600 cm-1. Nous voyons ici la différence entre un hexane et un hexène. L'hexane n'a pas de double liaison CC, alors que l'hexène en a une, que nous retrouvons ici. La liaison NH présente dans les amines et amides va donner des bandes d'absorption se situant entre 3100 et 3500 cm-1. On remarque une amine ne possédant qu'une seule liaison NH ne va donner qu'un seul pic, alors qu'une amine possédant deux liaisons NH va donner deux pics dans le spectre infrarouge. La liaison C double liaison O, appelée groupe carbonyle, est présente dans les aldéhydes, les cétones, les esters, les amides, etc. La position de la bande d'absorption dépend du type de fonction. Elle se situe entre 1650 et 1740 cm-1 environ. Voici le spectre de la butanone avec la liaison C double liaison O à environ 1750 cm-1. La liaison CO est présente dans les acides carboxyliques, RC double liaison OH, dans les alcools, etc. La position de la bande d'absorption dépend du type de fonction. Elle se situe entre 1050 et 1450 cm-1. Ici, le pentane 2-ol a une liaison CO que nous retrouvons à environ 1400 cm-1. Cas de la liaison OH, attention, deux types de liaison OH, la liaison OH liée et libre. Liée, elle a lieu pour les solvants, donc les corps sous forme liquide. On voit qu'on a à ce moment-là une liaison hydrogène entre l'hydrogène ici delta plus et l'oxygène delta moins. Dans le cas des alcools, par exemple sous forme gazeuse, cette liaison n'a plus cours. On appelle ça alors une liaison OH libre.
À l'état gazeux, la liaison OH libre donne une bande d'absorption forte et fine vers 3620 cm-1, comme dans le cas de l'éthanol gazeux, ici. À l'état liquide, la liaison hydrogène existe. La liaison OH est alors notée OH lié. Elle est affaiblie par conséquent. Le nombre d'ondes est plus faible et la bande plus large. Elle est comprise entre 3200 et 3400 cm-1. C'est le cas ici pour l'hexane 1-ol liquide avec cette liaison OH liée. À noter que pour les acides carboxyliques sous forme liquide, l'élargissement de la bande correspond à la liaison OH liée qui se chevauche avec la bande d'absorption C-tétragonale H. Voici par exemple pour l'acide butanoïque l'allure du spectre infrarouge entre 3100 et 3500 cm-1. Considérons une substance inconnue, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'elle est inconnue évidemment. On lui envoie des radiations de longueur d'onde lambda qui sont plus ou moins absorbées et on obtient en sortie de cette cuve contenant la substance inconnue eh bien, ce qu'on appelle le spectre infrarouge. Ce spectre infrarouge est constitué de plusieurs bandes d'absorption caractéristiques des liaisons chimiques présentes dans cette substance inconnue. On obtient par exemple, en fonction de sigma qui est l'inverse de la longueur d'onde utilisée, eh bien 100%, ça veut dire que la longueur d'onde traverse la cuve sans être absorbée. Et si la transmittance n'est plus égale à 100%, c'est-à-dire que cette longueur d'onde est en partie absorbée. On observe par exemple que pour les longueurs d'onde comprises entre 3200 et 3400, on a une absorption de cette longueur d'onde. Cette bande d'absorption correspond à quelle liaison? Eh bien, à une liaison OH liée, c'est-à-dire une liaison OH correspondant à une substance qui est en solution. Donc, cette substance contient une liaison OH. Nous voyons également qu'elle a une bande d'absorption comprise entre 2900 et 3000 cm-1, ce qui correspond à une liaison carbone tétragonale H, c'est-à-dire carbone lié à 4 autres atomes, avec en liaison un atome d'hydrogène. Donc, il y a une liaison CH. Il y a également entre 1000 et 1450 des bandes d'absorption fortes, F voulant dire forte, correspondant à la liaison CO. Et également, entre 1400 et environ 1500, plusieurs bandes d'absorption qui correspondent également à une liaison C-tétragonale H. Je vous rappelle qu'à une liaison peut correspondre plusieurs bandes. En effet, cette liaison CH, elle peut être activée pour mettre en vibration la molécule comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, etc. Donc, à chaque liaison peut correspondre plusieurs bandes d'absorption. Conclusion, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une liaison CO, il y a une liaison OH, il y a une liaison CH. Ça peut être quoi cette substance inconnue? Eh bien, tout simplement, un alcool. Dans un alcool, vous avez bien une liaison CO, vous avez bien une liaison OH, et puis vous avez bien également des liaisons CH. Il peut s'agir donc par conséquent du méthanol. Voilà pour quelques bandes d'absorption caractéristiques. Nous allons voir maintenant les autres bandes que vous ne devez bien entendu pas connaître par cœur, mais qu'on vous donne sous forme de tableau le jour du bac. Pour déterminer les fonctions organiques présentes dans un composé, vous utiliserez le logiciel SPECAM qui est téléchargeable sur Internet. Ensuite, vous irez à spectroscopie, infrarouge, études par fonction. Vous pourrez choisir ici la fonction. Vous aurez la formule développée générale correspondant à la fonction. Ici, le spectre infrarouge avec les bandes d'absorption correspondant aux différentes liaisons présentes dans la fonction amine, par exemple.
il vous suffira de faire un imprimé écran et ensuite de coller les différentes fonctions avec leur spectre infrarouge dans un fichier Word par exemple. Une fois le fichier Word obtenu, eh bien, imprimez-le de manière à avoir pour chaque fonction organique le spectre infrarouge correspondant. Retournez dans SpecAmp, cliquez sur spectroscopie infrarouge, puis attribution spectre formule et réalisez les exercices. Pour vous entraîner, vous cliquerez sur spectroscopie infrarouge et vous choisirez attribution spectre formule. On vous proposera un spectre infrarouge et 5 molécules. À vous de trouver laquelle de ces molécules correspond à ce spectre infrarouge. Aux alentours de 1700 cm-1, il ne peut pas s'agir d'un acide carboxylique car il n'y a pas de pic jusqu'à 3400. Il ne peut pas s'agir de la fonction nitrile car elle possède un groupement à 2300 cm-1. Si vous vous en rappelez plus, vous allez dans votre fichier Word que vous avez construit, vous allez voir la fonction nitrile et vous regardez à quelle bande d'absorption correspond cette fonction. Il n'y a pas de pic autour de 3100 cm-1. Il ne peut donc pas s'agir de cette molécule car elle contient des liaisons C double liaison C. Il s'agit donc de cette molécule. Vous cliquez sur celle-ci, la réponse s'affiche, elle est correcte, vous pouvez passer au nouveau spectre. Voici le nouveau spectre. Si vous vous trompez, par exemple, vous mettez cette molécule. C'est faux. Pour trouver la réponse, eh bien, vous cliquez sur chaque molécule jusqu'à voir le nom ici s'inscrire. Quand le nom s'inscrit, cette molécule correspond au spectre infrarouge qui a été affiché dans le logiciel. Résonance magnétique nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle résonance magnétique nucléaire ou RMN? C'est une technique qui permet d'identifier dans une molécule les atomes d'hydrogène ainsi que les atomes de leur environnement proche. Par exemple, vous voulez déterminer la nature de cette substance inconnue, vous envoyez un rayonnement électromagnétique à travers cette substance qui entre en résonance, qui fait résonner les noyaux des différents atomes d'hydrogène de la molécule, et à partir de leur désexcitation, ces noyaux vont envoyer des informations qui vont nous permettre de construire le spectre RMN de cette substance inconnue. Nous pourrons ainsi déterminer que dans cette substance, il y a 6 protons, 1 relié à cet atome d'oxygène, 2 reliés à cet atome de carbone et 3 reliés à celui-ci. Alors pourquoi on appelle ça résonance magnétique nucléaire? Eh bien parce que ces rayonnements électromagnétiques font entrer en résonance les noyaux des atomes d'hydrogène. Les noyaux des atomes d'hydrogène, ils ne sont constitués que d'un seul proton, je vous rappelle, puisque l'atome d'hydrogène contient un nucléon qui est un proton et qu'il n'y a pas de neutrons dans ce noyau d'hydrogène. Observons un spectre RMN. Il est constitué d'un ensemble de signaux, eux-mêmes constitués d'un ou plusieurs pics fins. Sur ce spectre RMN, nous avons 2 signaux, signal 1, signal 2. Le signal 1 est constitué d'un seul pic, un pic simple, alors que le signal 2 est constitué d'un pic multiple, puisqu'il y a 3 pics. Chaque signal correspond à un atome ou à un groupe d'atomes hydrogène. L'environnement de l'atome ou du groupe d'atomes influe sur la position du signal repéré en abscisse par une valeur appelée le déplacement chimique delta. Le déplacement chimique delta d'un atome d'hydrogène dépend des atomes présents dans son environnement. Son unité est la ppm partie par million. Il dépend de la fréquence de résonance de l'atome d'hydrogène. La multiplicité du signal correspond au nombre de pics le composant.
Et nous aurons également sur ce spectre RMN ce qu'on appelle ici une courbe d'intégration dont nous verrons la signification ultérieurement. Le déplacement chimique delta en partie par million. L'axe des déplacements chimiques sur le spectre RMN est orienté de droite vers la gauche, généralement de 0 à 15 ppm. À un déplacement chimique nul, delta en partie par million égale 0, correspond les hydrogènes du tétraméthylsilane, TMS. Voici les atomes d'hydrogène ici représentés dans cette molécule de tétraméthylsilane. Le TMS est ajouté à la substance analysée. Chaque signal constitué d'un ou plusieurs pics traduit une absorption d'énergie par les protons. Ceux-ci entrent alors en résonance. Prenons cet exemple. Dans l'éthanol de formule CH3CH2OH, les hydrogènes du groupe CH3 résonnent vers 1,2 ppm, 1,2 parties par million. Nous voyons le premier signal ici. Ceux du groupe CH2 résonnent vers 3,6 ppm et celui du groupe OH, l'hydrogène du groupe OH, résonne vers 4,7 ppm. À noter que le TMS qui a été rajouté à l'éthanol donne un pic correspondant à un déplacement chimique de 0 ppm. Voici quelques déplacements chimiques de protons. Prenons cet exemple. L'hydrogène relié à un carbone, lui-même relié avec une triple liaison à un autre atome de carbone, va donner un déplacement chimique compris environ entre 4 ppm et 2,5 ppm environ. L'hydrogène relié à l'atome d'oxygène va donner un déplacement chimique compris environ entre 5,8 et puis 1,8 ppm, etc. Ces valeurs ne sont évidemment pas à apprendre par cœur, elles vous seront données au cours de l'épreuve du baccalauréat. Bien, qu'est-ce qu'on appelle des protons équivalents? Qu'est-ce qu'on appelle des protons équivalents? Eh bien, des protons équivalents sont soit des protons liés au même atome de carbone, ces trois protons-là sont équivalents puisqu'ils sont liés au même atome de carbone, soit parce qu'ils sont symétriques l'un de l'autre, lorsque la molécule possède un plan de symétrie ou un axe de symétrie, ce qui est le cas ici. Donc on voit que ces trois atomes d'hydrogène sont symétriques de ces trois-là, donc les 6 atomes d'hydrogène sont dits équivalents. Un groupe de protons équivalents ne va donner qu'un seul signal sur un spectre RMN. À vous de déterminer le nombre de signaux que vont comporter ces différentes molécules. Premier exemple, ces trois protons sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Ils sont symétriques de ces trois protons qui sont eux-mêmes équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Nous aurons donc un seul signal, un seul déplacement chimique delta. Deuxième molécule, un nouveau plan de symétrie ici. Ces trois protons sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Ils sont équivalents à ceci puisqu'ils sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Voilà pour le premier signal. Ces deux protons sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Ils sont symétriques de ces deux-là. Donc nous aurons ici un deuxième signal. Troisième molécule, pas de plan de symétrie. Ces trois protons sont équivalents parce qu'ils appartiennent au même atome de carbone. Ces deux-là sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Celui-ci va donner un troisième signal. Ces deux-là vont donner un quatrième signal.
Et ces trois-là vont donner un cinquième signal. Donc le spectre RMN va comporter 5 signaux. Dans cette molécule, attention, ces trois atomes d'hydrogène, ce groupe CH3 est équivalent à celui-ci, qui est équivalent à celui-ci, parce que vous pouvez avoir une libre rotation autour de cette liaison CC, libre rotation de ces groupes. Donc ce groupe CH3 est équivalent à celui-ci, est équivalent à celui-ci. Autrement dit, les trois atomes d'hydrogène ici, ces trois-là et ces trois-là, sont équivalents, ils vont donner un signal. Ces deux-là vont donner un deuxième signal. Autrement dit, nous aurons deux signaux pour cette molécule. Dernier cas, eh bien, ces trois protons sont équivalents puisqu'ils sont reliés au même atome de carbone. Et cet atome d'hydrogène, lui, va donner un deuxième signal, ce qui nous fait deux signaux ici. En conclusion, dans le cas des molécules simples, les protons sont dits équivalents. Ils ne donnent alors qu'un seul signal sur le spectre. Dans les cas suivants, petit a, les protons sont portés par un même atome de carbone. Petit b, si la molécule présente une symétrie, les protons qui se correspondent sont équivalents. La molécule de propane possède deux groupes de protons équivalents. Ces trois atomes d'hydrogène sont reliés au même atome de carbone, ils sont donc équivalents. Ces trois-là sont équivalents. Ces trois sont équivalents à ceux-ci car il y a une symétrie par rapport au carbone central, donc ça nous fait un groupe de protons équivalents. Le deuxième groupe de protons équivalents est constitué de ces deux atomes d'hydrogène qui sont reliés au même atome de carbone, représenté ici. La molécule présentera donc deux signaux constitués de plusieurs pics dont nous verrons la signification ultérieurement. Multiplicité d'un signal. Vous avez vu que certains signaux comportent 4 pics, on appelle ça un quadruplet, 3 pics, un triplet, etc. Pourquoi? Eh bien, des groupes de protons équivalents peuvent interagir avec des groupes de protons équivalents ou des protons lorsqu'ils sont placés sur un carbone voisin. Qu'est-ce que ça va donner comme pic? Eh bien, la règle, c'est que n atomes d'hydrogène voisins donneront n plus 1 pic. Alors, donne, on peut même mettre ENT. Par exemple, ici, vous avez, pour ce groupe de protons équivalents, deux protons équivalents sur un carbone voisin. Ça donnera donc combien? 2 plus 1, 3 pics. Celui-ci, le carbone voisin, comporte 3 atomes d'hydrogène. Il va donc donner combien de pics? 3 plus 1, 4 pics. Celui-ci, il ne comporte pas de carbone voisin. Donc, ces 3 protons équivalents ne vont donner qu'un seul pic. Cet atome d'hydrogène n'est pas lié à un carbone. Par conséquent, il ne va donner qu'un seul pic. Alors maintenant, vous allez effectuer le travail suivant. Trouver la signification de ces 3 spectres RMN, de ces 3 molécules, en donnant à chaque groupe de protons équivalents ou à chaque proton le signal correspondant. Première molécule. Dans cette molécule, nous avons 3 protons équivalents ici et 2 protons équivalents ici. Ces 3 protons équivalents sont liés à un carbone qui est lui-même lié à un carbone qui possède 2 protons équivalents. Ces 3 protons équivalents vont donc produire un signal comportant combien? Eh bien, n plus 1 pic, n étant le nombre de protons voisins, 2 plus 1, ça fait 3. Quel est le signal qui comporte 3 pics? Un triplet, c'est celui-ci. Ces protons équivalents, ils ont combien de voisins? Eh bien 3. Ils vont donc produire un signal qui contient 3 plus 1, 4 pics. Donc ce signal va correspondre à ce groupe de protons équivalents.
Deuxième molécule. Nous avons une symétrie ici. Ces trois protons sont équivalents à ces trois-là. Celui-ci, il est seul au monde. Il va nous donner un deuxième signal. Ces deux-là sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même carbone. Ils vont donc donner un troisième signal. Et ces trois-là, ils sont équivalents. Ils vont donc donner un quatrième signal. Commençons par celui-ci. Ce signal va comporter combien? Eh bien, 2 plus 1, 3 pics. Il s'agit donc duquel? Il s'agit de ce signal-là. Voilà pour le premier. Ce signal va comporter combien de pics? Eh bien, il y a 3 protons voisins, ici. Donc, il va donner combien? 3 plus 1, 4 pics. Le voici. Ces deux groupes de protons sont équivalents. Ils vont donc donner un signal qui comportera combien de pics? Eh bien, regardons cet atome de carbone voisin. Il comporte combien d'atomes d'hydrogène? 0. Il est lié à un atome de carbone, à un oxygène, à un autre atome de carbone. Donc, il n'a pas d'hydrogène. Donc, il y aura combien? 0 plus 1 seul pic. Donc, ces 6 protons équivalents vont donner un signal avec un seul pic. Celui-ci n'est pas lié à un atome de carbone, il va donner également un signal avec un seul pic. Alors on a deux signaux avec un seul pic, lequel choisir? On voit que le déplacement chimique de OH est plus grand que le déplacement chimique de la liaison CH3CO. Par conséquent, le déplacement chimique correspondant à OH, c'est bien celui-ci. Je vous rappelle que les déplacements chimiques vont croissant de la gauche vers la droite. Évidemment, ces 6 protons équivalents vont donner le deuxième pic, qui est ici. Bien, dernière molécule. Nous n'avons pas de symétrie. Nous avons ces 3 protons qui sont équivalents, ces 3-là qui sont équivalents, celui-ci qui est seul, et ces 3 protons qui sont équivalents. Nous aurons donc bien 1, 2, 3, 4 signaux, car 4 groupes de protons équivalents. Bien. Ces 6-là, enfin ces 3-là, le carbone qui est ici, comporte combien d'hydrogène? Le carbone voisin? Eh bien, aucun hydrogène. Donc, ce groupe de protons équivalents va donner un seul pic. 0 plus 1, ça fait un seul pic. Ça peut être celui-là ou celui-là. De la même manière, ces 3 protons équivalents sont liés à un atome de carbone qui n'a pas d'atome d'hydrogène, donc il n'a pas de protons voisins. Donc il y aura également un pic. Lequel est-ce? On ne sait pas, on ne peut pas dire. On va dire arbitrairement que celui-ci correspondra à ce signal, ce groupe de protons équivalents, et ce groupe de protons équivalents correspondra à ce signal. Ensuite, ce carbone est lié à un carbone qui a un atome d'hydrogène voisin. Donc, ce signal généré par ces 3 protons équivalents va contenir combien? Eh bien, 2 pics. Il s'agira de celui-ci. Dernier, cet atome d'hydrogène est fixé sur un carbone qui lui-même est fixé sur un atome de carbone qui contient 3 voisins. Il va donc avoir 3 plus 1, 4 pics. Ce signal-là va contenir par conséquent 4 pics. Voilà le signal équivalent à ce proton. En conclusion, explication du nombre de pics dans un signal. Dans une molécule, les protons liés à un atome de carbone interagissent avec les protons portés par les atomes de carbone voisins. Il y a couplage entre les atomes. Les protons équivalents ne se couplent pas. Un proton ou un groupe de protons équivalents ayant n protons équivalents voisins, portés sur des carbones voisins, donne un signal constitué de n plus 1 pic appelé multiplet.
quadruplet, triplet, duet. Les protons non liés à des atomes de carbone ne donnent qu'un seul pic, un singulet. Ils ne peuvent se coupler à d'autres atomes d'hydrogène. Il s'agit des protons des groupes hydroxyle, OH, carboxyle, CO2H, amine, NH2 ou NH. Intégration du signal, déterminer le nombre de protons équivalents. On superpose parfois sur les spectres RMN une courbe d'intégration. Elle est constituée de paliers successifs. La hauteur séparant deux paliers successifs est proportionnelle au nombre de protons qui résonnent. Ça peut être un proton ou plusieurs s'il s'agit de protons équivalents. Exemple 2,2 diméthylpropanol, dont voici la formule semi-développée. Le premier palier de hauteur H1 correspond à 7 hydrogènes. Il n'y a qu'un seul proton, donc la hauteur du palier est égale à H1. Le deuxième palier correspond à ces 2 hydrogènes. La hauteur H2 est égale à 2 fois la hauteur H1, puisqu'ici on a 2 protons, alors qu'ici on n'en a qu'un. Le troisième palier a une hauteur H3 qui vaut 9 fois H1. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 protons équivalents. Donc 9 fois plus que celui-ci où il n'y a qu'un seul proton. Une remarque importante, attention, ce n'est pas la hauteur des pics qui nous donnera une information sur le nombre de protons équivalents, mais bien les hauteurs comparées des différents paliers. Téléchargez le logiciel SPECamp de M. Lagier et effectuez quelques exercices de RMN pour bien vous familiariser avec les principales caractéristiques d'un spectre. Vous cliquerez sur RMN affectation des pics dans le logiciel SPECamp. On va vous proposer plusieurs molécules. Dans un premier temps, à vous de trouver le nombre de signaux attendus dans cette molécule. Il y a ici un premier signal car il y a 3 atomes d'hydrogène, donc 3 protons équivalents, puisqu'ils sont liés au même atome de carbone. Puis un second signal dû à cet atome d'hydrogène qui est lié à l'atome d'oxygène. Donc 2 signaux, j'écris ici 2. Et je valide, il s'affiche effectivement 2 signaux. Le carbone voisin de ce carbone-là n'a aucun atome d'hydrogène. Donc, ces 3 protons équivalents vont donner un signal avec un seul pic. Cet atome d'hydrogène n'est pas lié à un atome de carbone. Donc, il va donner un signal aussi avec un seul pic. Ici, nous avons un seul pic et ici, nous avons un seul pic. Donc, il faut regarder la courbe d'intégration pour déterminer à quel pic correspond la lettre A et la lettre B. Nous voyons que cette courbe d'intégration a une hauteur de 2 carreaux ici, alors que cette courbe d'intégration a une hauteur de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce palier est 3 fois plus grand que celui-ci. Donc, il correspond à H3, puisqu'il y a 3 protons équivalents, alors qu'il n'y a qu'un seul proton. Le chiffre 2 correspond donc à la lettre A. Et la lettre B correspond au signal numéro 1. Je valide et j'attaque un nouveau spectre. Déterminer le nom de cette molécule. Il s'agit, vous l'avez reconnu, de la butane 2-on, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, que la fonction carbonyle est sur le deuxième atome de carbone, donc on peut dire butane 2-on ou butanone.
Déterminez maintenant combien de signaux vont être présents sur le spectre RMN de cette molécule. Ces 3 protons sont des 3 protons équivalents car ils sont liés au même atome de carbone. Ils vont donner un premier signal. Ces 2 protons équivalents liés à cet atome de carbone vont donner un second signal. Et ces 3 protons équivalents vont donner un troisième signal. Il fallait donc trouver 3 signaux. 1, 2 et 3. Attribuez maintenant à chaque lettre A, B et C un numéro de signal. Ce carbone est lié à un carbone qui ne possède pas d'hydrogène. Donc, le signal A va produire 0 plus 1, c'est-à-dire un pic. Il s'agit du signal numéro 2. Donc, A correspond au signal numéro 2. Ce carbone a un carbone voisin qui contient 3 protons équivalents. B va donc donner un signal qui contient 3 plus 1, 4 pics. Il s'agit du signal numéro 1. B correspond au signal numéro 1. Ce carbone possède un carbone voisin qui contient 2 protons équivalents. Il va donc s'agir ici du signal 3, puisque ce signal 3 contient 2 plus 1, 3 pics. Donc C correspond au signal 3. On valide. Spectre RMN de cette espèce chimique. D'abord, trouver son nom. Eh bien, il s'agit de l'acide butanoïque car il contient 1, 2, 3, 4 atomes de carbone et la fonction acide carboxylique. Nous voyons ici le groupe carboxyle. C double liaison O, OH. Deuxième question, trouvez le nombre de signaux présents dans le spectre RMN de l'acide butanoïque. Comptons le nombre de groupes de protons équivalents, ces 3-là car ils sont liés au même atome de carbone. Donc ces 3 protons équivalents vont donner un signal. Ces 2 protons liés au même atome de carbone vont donner un second signal. Ces 2 protons vont donner un troisième signal. Et ce proton isolé va donner un quatrième signal. J'aurai donc 4 signaux. Je valide. Et effectivement, le spectre RMN contient 1, 2, 3, 4 signaux. Attribuez maintenant à chacun de ces signaux 1, 2, 3, 4 les lettres correspondantes. Le premier signal est un singulet. Il s'agit de la lettre D. En effet, eh bien, l'atome d'hydrogène ici n'est pas lié à un atome de carbone. Il ne va donner qu'un seul pic dans son signal. L'atome de carbone B est lié à 2 atomes de carbone voisins qui contiennent en tout 2 plus 3, 5 atomes d'hydrogène voisins. B va donc donner un signal contenant 5 plus 1, 6 pics. Il s'agit du signal numéro 3. Donc B correspond au signal numéro 3. Le signal 2 et le signal 4 contiennent 3 pics. À vous de trouver à quelle lettre ils correspondent. Ce carbone est voisin de celui-ci qui contient 2 protons. Donc, le signal A va contenir 2 plus 1, 3 pics. Celui-ci a un carbone voisin qui contient 2 protons. Il va donc donner 2 plus 1, 3 pics. Il faut regarder la courbe d'intégration pour déterminer quel est le signal 2, quel est le signal 4. Le palier correspondant à 2 fait 2 carreaux.
le palier correspondant à 4 fait 3 carreaux. Donc, ce palier-là est 1,5 fois plus grand que celui-ci. Par conséquent, A, qui a 1,5 fois plus de protons que C, va correspondre au 4. A va correspondre au 4. Et C va donc correspondre au 2. C correspond au 2. On valide.